Hey, bonjour à tous, c'est Pablo Mira pour 168, épisode, je crois que c'est 15. J'ai peur de dire une bêtise, je vais absolument pas vérifier de ce pas. Comment vous allez? Comment vous allez? Et surtout, c'est la question que je voulais vous poser aujourd'hui. Comment êtes-vous en train de m'écouter? Parce que je sais que la plupart d'entre vous, vous me mettez en fond pendant que vous faites autre chose. Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous mangez un poulet tikka? Est-ce que vous faites du sport? Est-ce que vous vous baladez? Est-ce que vous êtes en train de bosser? Et en même temps, vous arrivez à bosser avec quelqu'un qui vous raconte, parce que raconte, ce n'est pas un mot qui existe, qui vous raconte ses névroses personnelles, ses névroses intimes, ses failles de l'enfance. Ouais. Qu'êtes-vous en train de faire? Balancez-moi ça dans les commentaires. Que ce soit les commentaires Apple Podcast, YouTube. Il y a pas mal de gens qui écoutent ce podcast sur YouTube. Écoutez, l'époque, qu'est-ce qu'elle est? Je veux savoir. Je veux savoir. Je veux pas savoir d'autre chose. Je veux pas savoir ce que vous avez pensé de ce podcast. C'est pas la peine de gâcher les caractères sur cet épisode à me dire ce que vous avez pensé de cet épisode. Dites-moi juste ce que vous faites en écoutant ce podcast. Je veux savoir. Qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie? Puisque 168, ça parle des 168 dernières heures. J'essaye de traiter souvent un peu tous les aspects, hein, les aspects de ma vie, les aspects du monde, l'actu, un peu de perso, un peu de santé, un peu de psycho, un peu de sexo. J'ai pas encore fait de sexo. Mais ça va venir. Je sens que je suis en train de me lâcher. Je suis en train de prendre mes marques sur ce podcast-là. Je sens qu'on va pouvoir parler pipouterie à un moment donné. Non, qu'est-ce qui s'est passé ces 170 dernières heures? Je suis en train de me dire là, la réflexion, c'est la première fois que ça m'arrive. J'ai 35 ans, putain, début de la vieillesse, bon sang. Qu'il faudrait peut-être que j'arrête la boxe. Je fais de la boxe et des sports de combat, des arts martiaux depuis que j'ai 14 ans. Hein. Je faisais ça à la base pour me défendre contre mon frère hein, qui me mettait. Il me faisait pas des cocos, mon frère. Il me faisait des pieds-bouches. Donc à un moment donné, je me suis dit, je vais me mettre à la bagarre. Et ça m'a servi. J'ai réussi à me défendre. Et après, c'était terminé. Mais là, je pense qu'il est temps que j'arrête la boxe, qui est pourtant peut-être mon sport préféré. Mais à 35 ans, bientôt 36, ça commence à devenir ridicule. Déjà parce que, bon, bah, je sais me défendre contre mon frère, donc j'ai plus besoin de savoir, de continuer à apprendre la boxe. Et puis c'est un sport, je crois que c'est un sport vraiment fait pour les jeunes. C'est terrible à dire, mais pour les jeunes, ados ou limite très jeunes adultes. J'ai regardé l'âge des gens qui étaient inscrits à la fédération de bagarre et de chicotage, moyenne d'âge très basse, très basse, très basse. C'est pas un sport d'anciens, c'est un sport de jeunes en colère. C'est un sport de jeunes qui veut casser les choses parce qu'il est plein d'hormones et qu'il n'arrive pas à niquer Caroline Touquet. Hein, voilà. Et ben voilà. Bah, excusez-moi, je me confie un petit peu. Voilà. Il y a des choses comme ça. Non, mais faut que j'arrête. Ça sert à rien. Je sens que physiquement, mon corps ne suit plus. Maintenant, je commence même à me rendre compte que visuellement, un homme de 35 ans, hein, bon, je suis pas grisonnant, ça va, hein, je suis pas sel et poivre, hein, j'ai encore des beaux cheveux châtains, mais un homme de 35 ans qui fait de la boxe dans un parc ou dans une salle, ça commence à être un peu, ouais, un peu, tu dis, ouais, vas-y papa, lâche la rampe et va faire un sport pour ton âge, c'est-à-dire de la marche. Hein. Alors après, est-ce qu'il y a d'autres sports pour des gens de plus de 30? Moi, je cavale un petit peu, mais je pense que là, c'est la marche. Je vais me mettre au trek. Enfin non, plutôt à la marche, quoi. Je vais faire de la rando. Je vais aller dans le Vercors. Je vais me faire un chemin de Compostelle, que je vous dis. Hein. 15 jours. Je vais me faire une route des vins. Hmm. Non, mais en tout cas, voilà. Il y a un point de bascule qui est en train de se faire. Et je pense qu'il va se faire sur 1 an, 2 ans. Va encore y avoir 1 an et demi de déni, de tu peux y croire, vas-y, tu peux encore. En plus, quand je fais de la boxe, j'aime tellement ça qu'à chaque cours, je me dis, Pablo, tu peux, si tu t'entraînes bien, devenir professionnel de boxe. Non, non, Pablo, non. Tu n'as pas le niveau pour devenir boxeur professionnel. Tu n'as ni le niveau physique, ni le niveau technique, ni le niveau psychologique. Donc continue à faire des choses que tu commences à maîtriser, genre des blagounettes, mais n'essaye pas de devenir boxeur professionnel. Et en même temps, j'ai horreur de faire une activité en simple loisir, comme ça j'ai l'impression que je perds mon temps. Donc je pense que je vais arrêter. Je vais me faire encore plaisir 2 ans, je pense. Et puis quand je vais
un jour, je vais me prendre un crochet au niveau du foie et je pense que je vais mettre 17 heures à me relever. Et là, à ce moment-là, je me dirais, Pablo, c'est bon, tu peux arrêter la boxe. Mais moi, je pense que j'aurais pas dû continuer après 30 ans. D'ailleurs, je pense que la boxe devrait être interdite, les sports de combat, de bagarre, tout ça, euh, au-delà de 30 ans. Mais ça devrait être gratuit entre 13 et 20 ans, histoire d'expulser les pulsions qui restent là, le combat intérieur, la tension. Ça devrait être gratuit pour toute personne ayant entre 13 et 20 ans. Ça devient payant entre 20 et 30 ans, et à 30 ans, on interdit la pratique de la boxe à des personnes adultes et insérées sur le marché du travail. Il n'y a aucune raison rationnelle de faire de la boxe aujourd'hui, en 2021, quand on est adulte. En plus, il y a des couteaux. Oui, il y a des bombes lacrymogènes, il y a des points américains. Ça ne sert plus à rien de savoir faire de la boxe quand on est adulte. Voilà. Il y a aussi autre chose par contre qu'il va falloir que je fasse. Ça, c'est au programme. Je voulais vous en parler aujourd'hui parce qu'en plus, c'est vraiment aussi une réflexion que j'ai eue cette semaine. Alors, pour tout vous dire, c'est une réflexion que j'ai depuis 2-3 semaines, mais qui était encore bien présente cette semaine. Il va falloir que je passe le permis. À un moment donné, voilà, il faut que je. Là, il va falloir que je me dise, Pablo, il est temps que tu deviennes adulte, que tu arrêtes la boxe et que tu passes ton permis de conduire. Parce que le permis de conduire, je l'ai raté, évidemment. Je l'ai raté une fois à 20 ans. C'était à l'armée, je me souviens, 1995, l'année de la Coupe du Monde. Non, je l'ai raté misérablement parce que je suis très fort au code. J'adore apprendre tout ce qui est tout ce qui est truc par cœur et tout ça. Mais par contre, sur la conduite, il y a un vrai problème de gabarit. C'est-à-dire que si je pilote une Smart, j'ai l'impression de piloter un utilitaire Volkswagen 9 tonnes. Euh, il y a un vrai problème. Il y a un vrai problème de gabarit, quoi. Mais le problème, c'est que j'ai très peur de repasser le permis de conduire. Et donc, pourquoi j'y pensais cette semaine? Parce qu'au début de l'année, je m'étais dit, Pablo, cette année, tu passes le permis de conduire. Je l'ai absolument pas fait. Je n'ai même pas entrepris les démarches administratives. Là, ça commence à ressembler à l'une des résolutions qu'on ne va pas faire cette année. Donc je vais essayer de me battre, je vais essayer de sortir de ma zone de confort, mais je sens qu'il y a quelque chose que j'évite, et qui n'est pas le permis en lui-même, qui n'est pas le fait de conduire. Après, ça me fait peur. Ça me fait peur de me dire, Pablo, tu vas peut-être piloter une tonne, et avec ça, tu peux tuer des gens. Euh, Ça, c'est ma vraie. Il y a une vraie peur de se dire, attends, tu me confies quelque chose, tu me confies une responsabilité, il y a la santé des autres qui est en jeu. Ça me fait peur. C'est peut-être aussi pour ça que je fais pas un gamin. Parce que le gamin, j'ai peur de le laisser tomber. hein. Et après, il va finir avec la nuque inclinée à 90 degrés. Et puis, je vais essayer de mettre du Chatterton pour que ça tienne. Mais Mamour, elle va bien voir que le gamin, il est tout bleu et tout froid. Donc, je me demande si c'est pas la même chose. J'y avais pas pensé avant de vous en parler là. Mais il y a peut-être un truc de peur de la responsabilité de, d'être en charge de la santé des autres. C'est peut-être un truc comme ça. Ou alors c'est peut-être un truc juste de peur de devenir adulte. Moi, vous savez, je suis un gamin. Je suis un gamin avec le surpoids d'un adulte, évidemment, avec le surpoids d'un quinquagénaire. Mais il y a toujours cette peur de perdre un peu l'esprit teubé du gamin, que j'ai réussi à transformer en métier, qu'on appelle humoriste. Mais j'ai peur de perdre ça, et je crois que le permis de conduire, c'est un truc, c'est un symbole de ce que c'est que de devenir adulte. Donc, euh, donc il faut que je fasse quelque chose. Là, en plus, je me sens pas bien. Je me sens une merde de ne pas avoir le permis de conduire à 35 ans. Bon, après, je suis parisien, je m'en sors. Il y a un métro tous les 25 mètres. C'est une catastrophe architecturale, mais c'est extrêmement pratique. Mais je me sens une merde, et surtout, je me sens pas très bien parce que je me donne pas les moyens d'y arriver. Ça, il va falloir que je bosse là-dessus. Allez, je vais faire des visualisations. Je vais me visualiser en train de conduire, en tout cas en train d'aller dans une. Je me visualise en train de rentrer dans une auto-école. Allez, bonjour, 1 200 euros, au revoir. Voilà, c'est bon. J'ai visualisé la scène. Ça va être plus compliqué que, que prévu. D'ailleurs, qu'est-ce qui justifie. Attendez, s'il y a des moniteurs d'auto-école et que vous m'écoutez, écoutez bien mon doigt qui tape sur la table, parce que ça, c'est un moment solennel. Qu'est-ce qui justifie Qu'est-ce qui justifie J'ai l'impression d'avoir fait la même réflexion sur les lunettes il y a quelques semaines. Qu'est-ce qui justifie un prix aussi cher
pour un permis de conduire? Est-ce qu'il y a un calcul rationnel? Est-ce que vraiment ça coûte, je dis n'importe quoi, est-ce que sur 1 400 €, vraiment il y a des frais à hauteur de 1 300 €, il y a juste une petite marge de 100 €? J'ai besoin que quelqu'un m'explique la répartition financière des coûts d'un permis de conduire. Il y a de l'assurance, hein, évidemment, il y a de la géo, il y a du matériel technique, hein, il y a un rétroprojecteur, évidemment, ce genre de choses. Mais je crois qu'il y a une carotte en termes de prix, hein. En tout cas, voilà, ça va être le programme de l'année. Passer le permis de conduire, savourer les derniers instants de boxe avant de faire que de la marche dans les Pyrénées. Et ensuite, on verra. Mais déjà, se focaliser sur ces choses-là qui seront utiles personnellement. Voilà. Troisième sujet que je voulais aborder avec vous, il y a un petit lien, mais pas complètement. Il y a une tendance. Vous l'avez peut-être remarqué, si vous êtes féru de culture. Il y a pas mal d'humoristes ces derniers temps, 4, 5, c'est pas mal déjà, ça commence, qui se mettent à faire de la chanson, au fait, ou alors qui dansent. Euh, et comment le dire poliment? Bah arrêtez s'il vous plaît. Arrêtez parce que c'est extrêmement pénible en fait. Non, non, moi j'ai un très 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 gros problème avec les artistes. Je mets pas que les humoristes, je mets les artistes qui veulent faire autre chose que leur discipline dans laquelle ils peuvent être bons ou juste corrects ou très bons, mais discipline dans laquelle ils ont encore des progrès à faire. Je me mets évidemment dans le lot. Et c'est pour ça qu'un humoriste qui chante, ou alors qu'un chanteur ou une chanteuse qui se met à jouer, j'ai beaucoup de mal. J'ai beaucoup de mal. Déjà, je trouve que c'est un manque de respect euh, total quand je vois un ou une humoriste se mettre à chanter alors que lui-même n'est pas genre le meilleur humoriste ou la meilleure humoriste de toute la Terre. J'ai déjà envie de lui dire, bah, attends, essaye de devenir déjà vraiment excellent, 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 excellent dans ta discipline, ce qui est genre extrêmement dur de devenir excellent dans un art. Et ensuite, oui, oui, si tu es excellent, là oui, là tu pourras vraiment faire de la poterie, de la natation synchronisée, ce que tu veux. Mais non, mais concentre-toi déjà sur une discipline. Et puis, donc, je trouve que c'est un petit peu vaniteux. Et puis, je trouve aussi que c'est un manque de respect de malade. J'ai dit malade, mais comme je suis parti dans les aigus, on n'a pas très bien compris. Malade envers les gens qui pratiquent la discipline que tu vas faire de manière secondaire, machin, et qui font que ça de leur vie. Si moi je me mettais à chanter et que je sortais un album, et je trouverais que c'est un manque de respect total pour les vrais chanteurs qui se battent pour essayer d'être bons, ne serait-ce que techniquement, artistiquement, et qui ensuite se battent pour essayer de trouver leur public, d'arriver à en vivre et tout ça. Je trouve que c'est un manque de respect total, mes amis. Question, hein, pour vous, est-ce que Barbara, à un moment donné, elle a essayé de faire du stand-up? Non, hein, elle s'est contentée de chanter. Est-ce qu'elle a essayé de faire de l'acting? Pas trop trop. Alors, elle a peut-être joué dans un film ou deux, ça je suis pas expert en biographie de Barbara. Mais à un moment donné, on a bien vu qu'elle s'est concentrée sur quelque chose. Et je pense que c'est le modèle à suivre. Johnny, il a fait de la chanson, il a fait du cinéma, mais il n'était pas très très bon au cinéma quand même. Et d'ailleurs, il n'a pas insisté. Il s'est fait plaisir de temps en temps, mais il a vu que c'était la chanson, son domaine de prédilection. Et d'ailleurs, il s'est tellement concentré sur la chanson qu'il s'est concentré sur l'interprétation. Évidemment, il a regardé un petit peu la composition, l'écriture d'une chanson et tout, mais mais il n'avait pas la vanité de vouloir être auteur, compositeur, interprète. Il savait qu'il n'avait pas ses capacités, mais que c'était un monstre de scène en interprétation, quoi. C'était ma réflexion du moment sur les artistes qui veulent absolument tout faire. Alors, je dis pas que moi, j'ai pas envie de faire d'autres choses, hein, évidemment. Quand je fais de la boxe, oui, mais je vais pas dire Pablo se lance dans une carrière professionnelle de boxeur. Évidemment que j'aime bien aussi la danse, hein. Je fais un peu de tango, un peu de flamenco, mais de là à me positionner comme un danseur professionnel alors que j'aurais juste un niveau médiocre passable ou au mieux correct, euh,
Ça c'est non. Ça c'est non, ce n'est pas ma démarche, hein, voilà, on essaye de se concentrer les amis, hein. On prend un seul sillon et on le creuse, on le creuse, on le creuse. On essaye de pas se disperser. On revient à l'essentiel, on revient à la source, ouais. Attendez, je vais boire un petit peu parce que j'ai une gorge assez de sécher d'un coup. Je sais pas pourquoi. Ah, j'adore cette tisane. C'est une quoi? Ventre plat? Faudrait que j'en prenne 10 par jour, des comme ça. Oh là, oui, ce sujet-là, mon Dieu, j'espère qu'il va froisser personne. Il y a toujours un ou deux sujets qui sont un peu, voilà, où je me sens un peu sur le fil. Euh, je vais prendre des vacances, je suis en train d'y réfléchir, j'y réfléchis cette semaine, et un pote me disait, bah tu pourrais aller à Marseille, et là j'ai raccroché. Et on n'était pas au téléphone, mais j'ai raccroché. Euh, non, non, il était à Marseille, pourquoi? Pour une pub. Et là, j'ai dit non. Ah non, Marseille pour le repos, pour les vacances, non, bien sûr que non. Pour le boulot, bien sûr. S'il faut aller bosser à Marseille, avec grand plaisir. Il y a des belles salles. D'ailleurs, je crois qu'il y a des dates qui sont prévues. Mais Marseille, ville très compliquée, hein. J'ai un rapport compliqué avec Marseille. C'est-à-dire que c'est contrasté. C'est-à-dire que j'adore les Marseillais. Mais genre vraiment, je les aime beaucoup, les Marseillais. Tous les types de Marseillais, de tous les quartiers, je les aime vraiment, vraiment très fort. Je les trouve, je sais pas, je les trouve doux. Je les trouve miel, mais pas mielleux, hein. Je les trouve miel. Je les, ils sont sympathiques. Il y a de la, il y a une décontraction. C'est comme s'ils avaient pris du sédatif, du sédatif PC quoi au petit déjeuner, puis à midi et le soir. Et c'est comme si ils sont détendus. C'est comme s'ils étaient moitié homme et moitié postier quoi. Je sais pas. J'adore les Marseillais, j'adore l'énergie qu'ils dégagent. L'accent, il est mortel. Les mots locaux, hein, le dialecte local, ça va de magaté, mon gâté à brunch ou ce que tu veux. J'adore, je prends tout de la culture marseillaise incarnée par les personnes qui y vivent. Petite parenthèse, Marseille que je connais un petit peu quand même, parce qu'il se trouve qu'une partie de ma famille vit là-bas, une bonne partie. Euh, Petite histoire, voilà, les Espagnols pieds noirs d'Algérie, quand ils ont quitté l'Algérie, ils sont débarqués à Marseille. Donc au fait, mon père a vécu un petit peu à Marseille dans sa jeunesse. Et il y a toujours une partie, avant de monter à Paris, il y a toujours une grande partie de la famille qui est à Marseille. Donc j'y suis allé pas mal de fois quand j'étais gamin, y compris quand j'étais adulte. Et j'y connais donc des Marseillais. Et je les adore, et je les adore. Mais la ville est horrible. La ville est horrible. Architecturalement, physiquement, la matière de la ville, c'est l'enfer. C'est un pandémonium de saleté, de gris, d'absence de jolies formes. C'est, voilà, on est entre le terrain vague et la prison, juste d'un point de vue visuel, quoi. Non, non, cette ville, la ville physiquement, Marseille, hein, ce que c'est, les rues, tout ça, machin, c'est pas à la hauteur des Marseillais. Les Marseillais, ils devraient avoir une meilleure ville, au fait, parce qu'ils méritent une meilleure ville. Les Marseillais méritent Paris, par exemple. Paris est exceptionnel physiquement, même s'il y a des travaux et que c'est le bordel et tout. Les Parisiens sont horribles, et je suis parisien. Les Parisiens sont psychologiquement et intellectuellement horribles, mais les Marseillais méritent de vivre dans une ville comme Paris. Moi, dans l'idéal, pour avoir de la cohérence, on devrait transférer les Marseillais à Paris pour qu'ils aient une ville à leur voilà, à leur hauteur quoi, qui leur aille. Et les Parisiens, eux, on les met à Marseille. Comme ça, à Marseille, on a vraiment une ville vraiment horrible, 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 horrible physiquement et horrible avec les gens qui y vivent. C'est ma proposition. Moi, je propose un transfert Paris-Marseille. Hein. Comme ça, après, il y aura plus de rivalité. Les Parisiens seront des Marseillais, les Marseillais seront des Parisiens. Je trouverais ça faire, et en plus je pense que ça aiderait le vivre ensemble. Mais je ne sais pas comment les Marseillais, qui sont adorables, et je les trouve vraiment, vraiment gentils. Alors évidemment il y a des exceptions, mais là je vous fais une tendance. Moi de toutes les expériences, hein,
je dis n'importe quoi, des 20 fois, 25 fois où je suis allé à Marseille de manière plus ou moins longue, euh, je n'ai eu que des relations chouettes avec les gens. Et je ne comprends pas comment ces gens qui sont si bien ont réussi à faire une ville aussi moche et aussi invivable. Je ne sais pas comment ça s'est fait. Euh, quelque- c'est peut-être le prix à payer. Peut-être qu'ils mettent toute leur énergie dans leur façon d'être, la bonne humeur, la chaleur, la détente, une certaine décontraction. Ils se battent. Ils se battent pour être aussi qualitatifs d'un point de vue humain. Et après, ils n'ont plus d'énergie pour faire une ville qui est habitable, là. Parce qu'en l'état, tu débarques à Marseille, bon bah t'as envie d'aller vivre à Belfort, hein. Et là je mesure mes mots, hein. Donc les Marseillais, hein, venez à Paris, hein. Il n'y a pas la mer, je sais. Le soleil, en vrai il y en a un peu, hein. Il n'y a pas tant de grisaille que ça. On vous vend l'idée que Paris est une ville pleine de grisaille, mais c'est juste pour que vous veniez pas. Donc en fait, venez. Il n'y a pas la mer. Il y a la Seine, c'est chouette, mais il n'y a pas la mer. Mais je suis sûr que vous serez extrêmement bien, hein. Et puis les Parisiens, hein, ce qui a commencé d'ailleurs, il y a beaucoup de Parisiens qui vont à Marseille, qui descendent pour les vacances, ça depuis un an. Les Parisiens qui vont à Marseille, eh ben vous y restez. Voilà, ça c'est bien, ça c'est voilà. Revenez pas, c'est pas la peine. Gare de Lyon, qui a envie de passer à Gare de Lyon, hein? Restez aux alentours de Saint-Charles, tout ça là, que sais-je, voilà, voilà. Allez, l'autre sujet que je voulais aborder avec vous, alors c'est sujet délicat. Pour tout vous dire, j'avais un autre sujet. Il y avait un autre sujet que je voulais aborder avec vous et je l'ai viré parce que je trouvais que le sujet n'était pas pleinement dans mes préoccupations de la semaine, puisque ça s'appelle 168. 168, c'est pour 168 heures, c'est ce qui s'est passé cette semaine. Et je sais pas comment aborder ce sujet. Je suis un peu gêné. Je vais tout vous dire. C'est un sujet sur les paix. C'est un sujet sur les paix. Voilà, je l'ai dit, hein, les paix qui sortent du cul, voilà, disons-le. J'ai pas l'habitude. J'ai pas l'habitude de parler des paix, hein, même d'un point de vue humoristique. Mais là, pour le coup, c'est un vrai sujet. J'enregistre cet épisode. Là, il est 18h22 à ma montre qui est au fait un Mac. Et ça m'est arrivé il y a, je vous dis, je compte, 10, ça m'est arrivé il y a 11 heures à peu près. Il y a 11 heures ce que je vais vous raconter. Donc là, on est vraiment dans les 168. Je vous fous pas de votre gueule. Euh, vous savez, moi je suis en couple avec Mamour, et comme tous les hommes en couple, quasiment tous les hommes, enfin je crois, j'espère ne pas me tromper, je suis un être humain, et comme tous les êtres humains, j'ai des paix, mais en couple, évidemment que je me retiens, pour pas que ce soit un 14 juillet tous les jours. Voilà, l'idée c'est de garder un petit peu de magie, un petit peu de mystère, un petit peu de jardin secret. Et ça passe par le fait de ne pas péter, évidemment. Donc ce qui crée quand même une certaine tension, hein, psychologique, puisque l'idée c'est comme un non-dit. C'est comme si ce paix était un non-dit. On sait, je sais que Mamour sait que je pète. Mais l'idée c'est de faire comme si je n'étais pas doté d'un système digestif, quoi. Et le problème, c'est qu'évidemment, au bout d'un moment, ça fatigue, et ça crée une pression physique, hein, sur l'intestin, et il faut absolument pas montrer qu'il y a du gaz qui est en fait dans ton cul. Et résultat, moi aujourd'hui, là, après un an de relation conjugale, j'ai l'impression c'est comme si je vivais avec un démon, quoi, un esprit démoniaque qui serait au fait tapis dans mon côlon et qui attendrait de sortir pour hurler, quoi, pour mugir comme ça. Et moi, je me bats pour maintenir cette espèce de paroi, quoi, anti-démoniaque. Et le problème, c'est que je sens que je suis en train de craquer physiquement, mais craquer aussi psychologiquement. C'est que vraiment, le rapport au paix, moi, c'est comme si là, il y avait une fuite. On était sur un grand bateau de croisière, on percute un iceberg, il y a de l'eau qui rentre, on arrive à fermer la pièce où l'eau est rentrée dans le bateau, mais avec la pression de l'eau, tout commence à craquer un petit peu, il commence à y avoir des jets d'eau qui traversent les murs et tout à cause de la pression. Et moi j'ai l'impression que mon rapport au paix, c'est ça, mais psychologiquement aussi, je suis en train de craquer, c'est une catastrophe. Et le pire,
c'est la nuit. C'est pour ça que je voulais vous en parler. Parce que la nuit, je dors. Mais donc quand je dors, je perds le contrôle. Et j'ai mon démon gazeux qui reprend la main. Et là, franchement, je suis pas bien. Hein. Cette nuit, enfin c'était ce matin, 7 heures, la veille, j'avais teasé un peu, mangé un peu de fromage, de charcuterie, du rhum arrangé. Donc autant vous dire que l'intestin était... C'était les Eurocaines de Belfort, mon intestin. Ok. Pire, c'était le Hellfest. Bon bah, à 7 heures, je devrais pas vous raconter ça, putain, on est dans la confidence. 7 heures, j'ai été réveillé par mon propre paix, qui était extrêmement fort. On devait être, je vous le dis, hein, j'ai un peu l'oreille fine sur le volume sonore. Je pense vraiment qu'on était sur du 110 décibels. On n'était pas, en tout cas, on n'était pas en dessous de 100. On n'était pas à 130 parce que 130 c'est un bébé qui pleure. Je sais que c'était pas aussi fort qu'un bébé qui pleure, mais c'était pas très loin. C'était pas très loin du bébé qui veut le sein de sa maman. Euh, et j'ai été réveillé par ce paix. Et j'ai été extrêmement traumatisé parce que je me suis dit, est-ce qu'elle l'a entendu? Est-ce qu'elle a entendu ce démon intestinal s'exprimer, mugir? Et là, j'ai eu un énorme moment de pression avec une goutte de sueur. J'ai commencé à avoir chaud, il était 7h, 7h30 là. Je commençais à avoir une goutte de sueur en mode, est-ce qu'elle est réveillée? Et je crois que ça l'a réveillée. Mais là où elle est magnifique, Mamour, c'est qu'elle a fait comme si elle n'était pas réveillée. Mais on sent quand quelqu'un dort à côté, et on sent quand elle est réveillée. Et là, elle a fait semblant d'être endormie. Elle a essayé de faire des petits gestes, et tu sais, des petits bruits de quand tu dors. Mais ils n'étaient pas naturels, ils étaient mal joués. On aurait cru que c'était joué par une comédienne de Plus belle la vie. Et bah, au fait, ça l'a réveillé, ce bruit, ces 110 décibels qui sortaient de mon cul. Ça l'a réveillé. Et elle a eu la gentillesse de faire comme si j'étais pas aussi monstrueux. Et c'est pour ça que je l'aime. C'est pour ça que je l'aime. Hein. Alors après, attention, hein, je l'aime évidemment parce que voilà, elle est capable de faire comme si ça n'était jamais arrivé. Après, attention, moi aussi, je fais des efforts. Hein. Par exemple, le fait de ne pas péter pour un homme, il faut, s'il y a des femmes qui m'écoutent, euh, évidemment, les femmes pètent, comme tout le monde. Et évidemment, beaucoup de femmes se retiennent de péter pour pas, voilà, pour conserver un peu l'image de princesse quoi qu'on a. Alors évidemment, il y a des couples un peu plus détendus, hein, et puis c'est tire sur mon doigt, et après on passe à table. mais la plupart, je crois, se battent pour faire semblant qu'elles ne pètent jamais quoi. Et quand elles vont aux toilettes, c'est toujours pour uriner, hein, c'est jamais pour éclater la faïence. Bref. Mais donc, mesdames, vous vous retenez. Mais ça n'a aucun... Je pense que se retenir de péter quand on est une femme, ça n'a aucune comparaison avec se retenir quand on est un homme. Déjà, la puissance du pêche chez un homme est genre, ça n'a aucun rapport. Ça n'a aucun rapport. Nous, c'est du mal qu'on expulse. Vous, c'est du gaz. Nous, c'est l'antéchrist qui sort de notre cul plusieurs fois par jour. Il faut bien que vous compreniez cette chose-là. Et, euh, et c'est très naturel pour nous de péter. On fait ça, on le fait énormément. Donc nous demander de ne pas le faire, c'est vraiment aller contre notre nature. Je veux dire, demander à un homme de ne pas péter, c'est comme si on demandait à une femme de ne pas exprimer ses sentiments. C'est nous, péter, c'est notre façon à nous de dire je t'aime. Imaginez qu'on vous demande de ne jamais dire je t'aime. Vous imaginez la pression que ça créerait à l'intérieur de votre esprit et de votre propre corps. Voilà, je ne sais pas où je voulais aller avec ce sujet. Je pensais pas qu'on allait parler de ça un jour, mais je suis content. Je suis content de l'avoir fait. On a traversé ce moment-là, qui était plus ou moins pénible, plus ou moins plaisant, ensemble. N'hésitez pas à surtout ne pas me débriefer ce sujet d'épais. C'est hyper important qu'on fasse comme s'il n'avait jamais existé. Hein. On va essayer de jeter ça dans la grande boîte du déni et du non-dit. Et puis on va se concentrer sur d'autres sujets. Et voilà, Marseille, parlons de Marseille, voilà. Non, allez, c'est la fin de cet épisode. On arrive à 30 minutes. J'espère que c'était agréable. Je me suis livré.
J'espère que vous avez un peu rigolé, que vous êtes un peu reconnu, que vous avez passé un bon moment. C'est tout ce que je vous demande. Non, je vous demande pas de passer un bon moment. C'est tout ce que j'attends de ce format pour vous. J'espère que on se retrouvera la semaine prochaine, que vous serez fidèles un petit peu, un peu de loyauté dans ce monde de mercenaires, ça ferait du bien. Je vous embrasse, on se dit à la semaine prochaine, prenez soin de vous, et prenez soin de, au moins une autre personne en plus, voilà, c'est sympa. Allez, bisous, besos.